Merci de ce fidèle. Leur thème, il est 13h Bamako. Le journal Isaac Thilou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition de Mali Actualité. Voici la grande ligne de cette édition. Le Premier ministre du gouvernement a reçu en audience les membres du mouvement patriotique pour la réussite de la transition au sein des échanges de soutien aux actions de la transition. Des détails avec Alfred Touré. En région de Badjangara, Djege Ani Djaba, la FAO, GRAP et Sougou Yiroua ont donc organisé la première édition de la foire aux escalopes de Badjangara. L'objectif est de relancer l'économie et de faire renaître l'espoir au niveau des communautés agricoles. En sport, il lance la question avec Famou Djouté qui nous parle de la Super Coupe du Mali de basketball qui se jouera cet après-midi dans la salle Salamatou Maïga. La Coupe du Mali, il lance la question et bien d'autres nouvelles. En fin de journal, il sera question de la chronique culture société, une chronique culture des sociétés donc, qui sera animée par Alpha Maïga qui nous parlera de la mosquée de Sanko de Tombouctou. L'histoire nous apprend qu'elle fut construite au 15e et 16e siècle par une femme berbère du nom de Fatma. Voilà pour le titre. Le Premier ministre a reçu donc en audience les membres du mouvement patriotique pour la réussite de la transition. Au centre des échanges, le soutien aux actions de la transition créé il y a quelque temps, et le mouvement a comme ligne directrice le soutien de toutes les actions du gouvernement. Le Premier ministre donc les a encouragés, j'allais dire, le Premier ministre les a encouragés à poursuivre cette voie en tout cas de soutien à la transition. Eh bien, les détails avec Alfred Touré. Le mouvement patriotique pour la réussite de la transition a souhaité rencontrer le Premier ministre pour échanger sur les actions engagées et les perspectives. Les membres du mouvement se disent engagés pour soutenir toutes les actions de la transition. Arougaya Maïga, deuxième vice-président du MPRT. Ce que vous êtes en train de faire à la tête de l'État, notamment tous les efforts que le gouvernement a consentis pour ramener la sécurité dans le pays, surtout la rentrée des forces armées et de sécurité à Kidal. Kidal est revenu donc dans les girons de la République du Mali. Le monde entier regarde le Mali aujourd'hui. Nous ne devons donc pas décevoir tous ces espoirs. Dans le contexte actuel, il est plus que jamais indispensable de resserrer les rangs et maintenir le soutien à la transition. Beaucoup de choses ont été faites, mais il en reste encore à réaliser pour une véritable stabilisation du pays, soutiendra le Premier ministre, qui s'est dit disposé à recevoir toutes les forces œuvrant dans le sens de la réalisation des objectifs de la transition. Dr Shogel Kokala Maïga. Votre mouvement est né dans le processus de construction de la transition. Donc on peut dire que c'est un mouvement issu du processus de transition. Ce qui est important avec vous, c'est que ce n'est pas un soutien comme ça. Vous avez des actions précises que vous soutenez. Donc les actions pour lesquelles la transition est venue. On a le soutien de votre organisation. C'est toujours une très bonne chose. Le Premier ministre continue de rassembler une plus large majorité des Maliens autour de la transition. Il est convaincu qu'ainsi, le pari de la refondation sera gagné. Fin du projet d'amélioration de l'éducation inclusive des adolescents. Ce projet aussi appelé Imagine consistait à offrir sur une période de 4 ans un minimum d'éducation à la cible dans certaines zones du Mali affectées par la crise sécuritaire. Il s'agit des régions de Ségou, Badjangara, Douanzansan et Mopti. La cérémonie de clôture s'est déroulée ce jeudi au cours d'un atelier initié pour l'occasion. À cause de la situation sécuritaire peu favorable, nombreux sont les établissements scolaires qui avaient fermé leurs portes dans certaines localités du Mali, ce qui a motivé l'élaboration de ces projets par Plan International Mali. Il était axé sur l'amélioration de l'éducation inclusive des adolescents, une alternative qui consistait à donner un minimum d'éducation à la cible. John Bien-Aimé, représentant résident des Plans International Mali. 123 454 filles et 126 980 garçons qui ont participé à l'éducation formelle et alternative sur une prévision de 90 000 filles et 80 000 garçons, 903 écoles dotées en plan de sécurité et de résilience. Issoufé Diko, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Cette innovation d'accès qui a permis de donner un début de réponse à des défis majeurs du système éducatif en contexte de crise est un des précieux héritages que va laisser le projet Imagine
au niveau du ministère de l'Éducation. Le projet en question a principalement touché les régions de Badjangara, Douazan, San et Mopti et prenait en compte le volet humanitaire. Il s'est exécuté sur une période de 4 ans à hauteur de près de 21 millions de dollars canadiens. Alou Diko, premier secrétaire de l'ambassade du Canada au Mali. Je retiens en particulier que le projet Imagine a permis de mettre en place des solutions innovantes au défi d'une éducation pour toutes et tous. Nous ne doutons pas que ces innovations pourront être intégrées aux stratégies éducatives nationales. Chérif Mohamed Kanouté, représentant du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Je voudrais me réjouir et saluer l'engagement de l'ensemble des parties prenantes sans lequel ce projet n'aurait pas été réalisé. Ainsi, le projet Imagine connaît son épilogue à travers cet atelier à dimension nationale. Un cadre élaboré pour présenter les résultats engrangés en 4 années d'exercice à l'ensemble des parties prenantes. Radio Mali à Mopti et environ 94.4 MHz en FM. Dans la région de Badjangara, le gouvernement, en partenariat avec l'ONG Djege Ni Djaba, la FAO, GRAP, Groupe de recherche action pour le développement, Souyiriwa, ont organisé la première édition de la foire aux essalopes de Badjangara. Objectif, relancer l'économie et faire reconnaître l'espoir au niveau de la communauté agricole et instaurer la confiance, la paix et le vivre ensemble dans la région. Et cette première édition a tenu toutes ses promesses avec plus de 100 millions de francs CFA de vente au total, dont plus de 90 millions et rien que pour l'échalote. Le point avec Anata Touré et Diagardiana Matraoré. Un bilan positif pour la première édition de la foire agricole de l'échalote de la région de Bandiagara, avec un volume de vente de plus de 100 millions de francs CFA, dont plus de 90 millions de francs CFA pour l'échalote. L'objectif visé par les initiateurs est largement atteint. Toumani Gouita, directeur régional de l'agriculture de Bandiagara. La région prévoit 750 000 tonnes en 2024-2025. L'échalote occupe donc 88% de la production de légumes, bulbes et racines. Cependant, cette production est butée à l'insuffisance d'infrastructures de stockage, de conditionnement, de transformation. Bourama Tembeli, président de la Chambre régionale de l'agriculture de Bandiagara. C'est l'occasion de nouer de nouveaux partenariats d'affaires gagnant-gagnant avec les commerçants venus un peu partout du Mali. Bakara Diallo, représentant des partenaires techniques et financiers. La tenue d'un tel événement commercial permet la relance économique, fait renaître l'espoir au niveau des communautés agricoles et instaure la confiance, la paix et le vivre ensemble dans la région. Autre temps fort, la remise du certificat de labellisation de l'échalote de Bandiagara au président de la fédération, Sidi Mohamed El Béchir, gouverneur de la région de Bandiagara. Ce certificat est donc une lueur d'espoir dans les ténèbres de la discorde et un déclic pour une paix durable en amorçant du coup le développement socio-économique et culturel du pays en général et de la région de Bandiagara en particulier. Cette première édition de la foire échalote de Bandiagara a tenu toutes ses promesses grâce à l'accompagnement de la mairie, la FAO, Djege Anidjaba, GRADEP, Groupe de recherche Action pour le développement et Sougouiroua, des partenaires qui promettent d'accompagner les prochaines éditions. Mopti, Aminata Touré et Djakalia Traoré pour l'ORTM. Dans Shanghai, où les acteurs du secteur sémencier se rencontrent pour mettre en place une plateforme de concertation. La rencontre initiée par l'OMVS à travers le projet d'appui au développement des filières sémencières dans le bassin du fleuve Sénégal s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'un plan d'action régional pour l'amélioration des cultures irriguées du bassin du fleuve Sénégal. La cérémonie d'ouverture était présidée par le gouverneur Djaradi et son chef de cabinet du gouverneur de la région de Caille. Compte rendu, Barkissa Salibou Chérif Haïdara. Mise en œuvre dans les 4 pays membres de l'OMVS, le projet d'appui au développement des filières sémencières dans le bassin du fleuve Sénégal, PAFISEM, vise à contribuer à la sécurité alimentaire et au développement rural de la population du bassin du fleuve Sénégal par le soutien et le renforcement des chaînes locales d'approvisionnement en semences. Ibrahima Traoré, représentant du Haut Commissariat de l'OMVS. L'économie malienne repose essentiellement sur l'agriculture et celle-ci occupe près de 75% de la population active. Elle contribue pour 40% à la formation des produits intérieurs bruts. Donc, ce projet est la bienvenue pour nous. Encadrement de la population rurale. Pendant les 36 mois que durera le projet, l'OMVS travaillera en étroite collaboration avec les structures techniques et financières de l'État. Kali Diakité, représentant du directeur national de l'agriculture. Ce projet compte appuyer 10 600 bénéficiaires directs,
dont 1500 producteurs dans l'accès au crédit. Cette rencontre se tient après la signature de 12 conventions de partenariat avec les structures impliquées dans le domaine. La signature dans les prochains jours des protocoles d'accord de financement avec les institutions financières va permettre la mise en place du système de crédit du projet dont la première phase est déjà réalisée. Hamadoun Diko, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Caille. L'accompagnement des producteurs dans les activités de production et commercialisation de semences permet de mise en place de la plateforme multi-acteurs de gestion de projets de la région de Caille, de mener des réflexions sur les thèmes relatifs à la composition de la plateforme, ses missions et les périodes de rencontre. Après discussion, les participants venus de l'ensemble des cercles de la région de Caille ont procédé à l'adoption du type de plateforme et de la feuille de route pour sa redynamisation avant sa mise en place. Une remise de motos aux structures techniques de Caille pour faciliter leur déplacement vers les producteurs dans la mise en œuvre du PAFISEM a mis fin aux travaux de cet atelier. Caille, Balkissa Sadi Boucheri Faïdara, Pouyodolo pour l'ORTM. Retour à Bamako, les administrateurs du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose se sont réunis ce jeudi pour la 22e session ordinaire de leur conseil d'administration. En 2023, le centre a enregistré plus de 1700 nouveaux drépanocytaires. Et bien, avec ces nouveaux patients, la direction se retrouve actuellement avec environ 17 000 personnes atteintes de la drépanocytose. Pour cette année, le projet de budget en recettes et en dépenses est fixé à 941 832 000 francs. Et reportage signé Koumba Sissi. Le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose a pour mission principale de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'espérance de vie des drépanocytaires à travers la recherche, le dépistage, le soin et le suivi médical, sans oublier la sensibilisation de la population sur la maladie. Les administrateurs de ces centres viennent de se concerter pour la 22e session du conseil d'administration. Occasion pour eux de faire le bilan des activités du CRLD. Professeur Al-Djouma Guindo, directeur général du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose. Le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose a enregistré 1739 nouveaux drépanocytaires, ramenant ainsi sa cohorte à 17 649 drépanocytaires suivis régulièrement. L'exécution du budget 2023 à hauteur de 96,4% a permis la prise en charge des salaires du personnel, l'achat des médicaments et réactifs de laboratoire, les travaux d'aménagement et de réhabilitation du centre. Un accent a été mis sur l'accompagnement de certains partenaires nationaux et internationaux qui accompagnent le CRLD dans le cadre de ses activités de lutte contre la drépanocytose. Abdoulaye Guindo, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. La création de centres et unités de compétences en réseau pour maintenir la qualité de l'offre des soins aux drépanocytaires est un élément de politique qui doit être accéléré. C'est ainsi que l'unité de compétences de Caille est opérationnelle depuis 2016. L'unité de compétences de Mopti est en cours d'équipement. La structure est confrontée aux difficultés liées à l'insuffisance des financements des activités de lutte contre la drépanocytose et aux fonds alloués à la recherche sur la maladie, la rupture de certains médicaments et vaccins. Radio Mali, 13h13. Actualité hors de nos frontières au Sénégal. Un nouveau gouvernement a été nommé pour gérer donc l'espace des élections. Si vous voulez, le nouveau Premier ministre Sidiki Kaba donc nommé un nouveau gouvernement. Il sera donc chargé de mener le pays aux élections le 24 mars prochain. Et alors que la campagne s'est ouverte cette nuit à minuit. C'est donc un gouvernement resserré avec 34 ministres au lieu de 39 précédemment. Ce gouvernement donc aura pour mission de gérer les affaires courantes jusqu'à l'élection dans un peu plus de 2 semaines. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré hier à Istanbul son homologue turc et Recep Tayyip Erdogan. Durant cette visite, les deux hommes ont évoqué la guerre avec la Russie et leurs relations bilatérales. Le président turc s'est dit prêt à accueillir un sommet de la paix et à travailler sur la relance d'un couloir sécuritaire en mer Noire. Mais cela dépendra avant tout donc, du bon vouloir de Moscou. Gaza, les États-Unis et l'Union européenne donc, ont annoncé hier la mise en place d'un corridor maritime
entre Chypre et Gaza pour acheminer de l'aide alors que la famine plane dans le territoire palestinien, une initiative imaginée par les Émirats arabes unis. Mais l'ONU a donc prévient qu'acheminer l'aide même via ce scénario reste difficile et ce ne sera pas la voie la plus directe. Dans un instant, la page des sports. Sport, football. Ce week-end donc offre de très belles confrontations dans les championnats européens. La plus belle étant sans doute le choc entre Liverpool et Manchester City. Sur le plan local, les huitièmes de finale de la Coupe du Mali démarrent donc ce samedi. En basketball, la Super Coupe du Mali dames et messieurs se joue donc cet après-midi au Palais des Sports Salamatou Maïga. La synthèse de l'actualité sportive avec Famour Djourté. Stade Malien de Bamako, Djoliba C en dames et Stade Malien de Bamako AS Real en messieurs sont les deux affiches de la Super Coupe du Mali 2024 de basketball. Un trophée convoité normalement par le champion et le vainqueur de la Coupe du Mali. Étant donné que le Stade malien a remporté les deux trophées sur les deux tableaux, il affronte donc les finalistes de la Coupe du Mali. Du côté des messieurs, les Scorpions de l'AS Real défient les Blancs de Bamako. Chez les dames, les Stadistes jouent contre les Rouges du Djoliba AC. C'est la rencontre des dames qui ouvre le bal à 16h. Suivra à 18h celle des messieurs. Les deux rencontres sont à suivre sur nos antennes. Football à présent, les huitièmes de finale de la Coupe du Mali commencent ce samedi. Les affiches du jour sont AS Real de Bamako, CF La Paix de Ségou sur le terrain de l'ASB et Binga FC Afrique Football Elite au complexe sportif Fekarunga Keita. Les deux rencontres débutent à 15h30 temps universel. Le programme se poursuivra demain dimanche à la même heure avec deux autres rencontres. Isfas AS Kai et Djoliba AC ATS de Koro. Toujours en football, ce week-end offre de très belles confrontations dans les championnats européens. Déjà naturellement chaud, Anfield va devenir incandescent ce dimanche 10 mars 2024. Liverpool, premier 63 points, et reçoit Manchester City, deuxième 62 points, dans le choc au sommet de la 28e journée de Premier League. Pour ce qui sonne comme un tournant de la saison outre-Manche, il faudra bien manœuvrer et éviter une sortie de piste. Les deux équipes affichent d'ailleurs une forme étincelante. On a 2 défaites sur les 20 dernières journées de championnat pour les joueurs de Jürgen Klopp avec 14 victoires au passage. Chez les Sky Blues, la dynamique est tout aussi remarquable puisque les coéquipiers d'Erling Haaland n'ont plus perdu depuis le 6 décembre et restent sur 13 victoires sur les 20 dernières sorties en championnat. Avant ce Liverpool-Manchester City, la Premier League offre un autre choc. Même s'il n'est pas du même calibre et ne propose pas les mêmes enjeux, Aston Villa contre Tottenham peut parfaitement tenir le choc en termes de spectacle et d'intensité. Les Villains sont 4e de Premier League à 55 points, 5 longueurs devant Tottenham, 5e. Les Spurs sont donc dans l'obligation de l'emporter pour ne pas se faire distancer dans la course à la qualification en Ligue des Champions. En Italie, la vieille dame se cherche un second souffle. Longtemps au coude à coude avec l'Inter, la Juventus, 2e 57 points, a laissé les Interistes prendre 15 points d'avance, la faute à plusieurs contre-performances. Les Turinois n'ont remporté qu'une victoire sur leurs 6 dernières sorties, dont 3 défaites. L'Atalanta, 6e 46 points, elle aussi doit se ressaisir avec 2 défaites sur les 2 derniers matchs de Serie A, dont un 4-0 face à l'Inter. Juventus-Atalanta Bergame, rendez-vous ce dimanche à 17h temps universel. Du noble art pour terminer, après avoir fait vaciller Tyson Fury, la star du MMA, le Camerounais Francis Ngannou, a été largement surclassé par l'Anglais Anthony Joshua, qui n'a eu besoin que de 2 rounds pour le mettre KO la nuit dernière à Riyad en Arabie Saoudite. Envoyé au tapis dès la première reprise d'un puissant direct du 3, pris en pleine mâchoire, le Camerounais, novice des rings, n'a rien pu faire face à un Joshua brutal et chirurgical et a subi 2 autres knockdowns au deuxième round. Le 3e était de trop et Ngannou est alors resté au sol, conduisant l'arbitre à stopper les hostilités. Anthony Joshua signe ainsi un succès probant et empoche 50 millions de dollars, 25 milliards de francs CFA environ. Le Camerounais Ngannou a eu 20 millions de dollars, soit 10 milliards de francs CFA. Avec cette 4e victoire consécutive, l'Anglais Anthony Joshua, 34 ans, se replace dans la hiérarchie de la catégorie des lourds et a déclaré son intention d'affronter pour son prochain combat le vainqueur du choc entre Tyson Fury et Alexander Usyk, qui s'affrontent en mai pour le titre unifié des lourds. Quant à Francis Ngannou, il a déjà prévu de retourner dans les cages du MMA avec un combat prévu en 2024 contre le champion Renan Ferreira. Les Jeux africains 2023 se sont officiellement ouverts ce 8 mars 2024 à Accra avec
7 mois de retard à l'issue donc d'une cérémonie sans accès. Le Ghana devient ainsi le 10e pays à organiser donc ce grand rassemblement panafricain multisport après le Congo-Brazzaville en 1965 et 2015, le Nigeria en 1973 et 2003, l'Algérie en 1978-2007, le Kenya en 1987, l'Égypte en 1991, le Zimbabwe en 1995, l'Afrique du Sud en 1999, le Mozambique en 2011 et le Maroc en 2019. Chronique culture et société. La chronique culture et société de ce samedi porte sur la mosquée Sankouré de Tombouctou. L'histoire nous apprend qu'elle fut construite au 15e et 16e siècle par une femme berbère. Son nom, c'est Fatma. Alpha Maïga s'intéresse à ce sujet à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Bâtie pendant la période de l'Empire du Mali, la mosquée Sankouré est l'initiative d'une femme berbère qui l'a construite. Elle voulait, dit-on, la faire à l'image de la Kaaba, c'est-à-dire la maison de Dieu à la Mecque. La mosquée Mohamed Ibrahim Sissi, ancien maire de la commune de Tombouctou, est une mosquée construite par une femme. C'est pour vous dire que la femme a toute sa place à Tombouctou. Une femme d'une tribu, Dr Abdelkader Aïdara, homme de culture, qui s'appelle Al-Aghlal. Et cette tribu se trouve actuellement en Mauritanie. Une grande partie qui est pour les hommes et de l'autre côté, il y a une grande partie qui est pour les femmes. Il y a des cadis, Al-Akib, qui est là avec son équipe, ses conseillers qui sont aussi à la mosquée. La mosquée prit le nom de Sankouré parce que la famille s'installa au bord de la ville et l'endroit prit le nom de Sankouré. San qui veut dire maître, Koraï blanc. Maîtres parce qu'ils étaient les maîtres de la connaissance, blancs parce qu'ils avaient la peau blanche. En 2006, il y avait la visite de Kadhafi à Tombouctou. Après la visite de Kadhafi, il y avait un président mauritanien qui est venu à Tombouctou. Il a visité la mosquée. Il dit que lui, il est descendant de cette tribu, l'Aghlal, de cette femme-là. C'est lui qui a dit à l'imam de Sankouré que cette femme, elle s'appelle Fatma. La mosquée de Sankouré est comme une merveille mondiale. L'islam a honoré et valorisé la femme et lui a accordé une place de choix dans la société islamique. C'est dire que les femmes africaines participent dans tout, dans la religion, dans la culture. Il y avait Tombouctou et Oualata, actuellement en Mauritanie, et Tombouctou au Mali. Quand il y a un grand problème à Oualata, les gens de Oualata refugient à Tombouctou. Et quand il y a un grand problème à Tombouctou, les gens de Tombouctou refugient vers Oualata. Tellement que c'est le même pays, c'est la même chose à l'époque. Ça nous donne encore des arguments que la femme, elle s'appelle Fatma. Chez nous, il n'y a pas de frontières dans les métiers pour les femmes et pour les hommes. Ça veut dire que la femme, elle est vraiment au cœur du développement à Tombouctou. Au cours des 15e et 16e siècles, la mosquée abrita la célèbre université de Sankouré qui a permis en 1988 l'inscription de la ville de Tombouctou au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses richesses historiques et culturelles. C'est à partir de là-bas que la plupart de nos manuscrits, qui est notre fierté aujourd'hui, écrits avec les ulamas de Sankouré, avec les étudiants de Sankouré, avec les grands savants de Sankouré. Dr Ahmed Baba a enseigné dans la ville de Tombouctou et il dispensait ses enseignements dans la mosquée de Sankouré. Si tu vas à Gao, n'oublie pas de passer par Tombouctou et sa mosquée Sankouré. Ainsi s'exprimait le Dr Ahmed Baba, le savant de Tombouctou. Alpha Maïga. Voilà, c'est une association pendant qu'il est 13h passé de 23 minutes à Nozambou, dans le secteur de Kolokani, et à Badogo, dans le secteur de Yamfoulila. Un journal qui a été présenté par Isaac Kienou avec la communauté technique de Abse Traoré, mise en ligne Sekou Traoré. Merci à Brahma Traoré pour la suite de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit tout à l'heure, les informations sur le temps, suivi du journal international avec Youssouf Traoré, suivi de la lecture des services de communiqué. Pour ma part, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.